Un caïd du milieu parisien observa une fillette qui arrangeait ses couverts pour former un X et laissa choir sa serviette par 2 fois. Il s'agissait d'un signal de détresse que seuls les policiers d'une époque révolue connaissaient, celui-là même que son ami inspecteur, aujourd'hui décédé, lui avait appris. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'était qu'en lui portant secours, il devrait arbitrer entre son empire et l'homme qu'il s'était juré de devenir. Stéphane Moreau avait vu la mort sous d'innombrables masques. Ce soir-là, elle arborait le sourire d'un père découpant la viande de sa fille. Dehors, une pluie battante s'acharnait contre les baies vitrées du Louis XIV, l'un de ces établissements de luxe où le monde politique et le crime organisé trinquaient ensemble, dans une hypocrisie mutuellement consentie. L'atmosphère était épaisse des effluves de cuisine raffinée et de conversations étouffées, une bulle opulente et sourde au chaos météorologique qui s'abattait sur la ville. Installé dans sa banquette d'angle habituelle, Stéphane n'écoutait que d'une oreille le monologue de son bras droit, Nicolas Bianchi, sur d'obscures querelles de territoire et des raquettes. La flamme vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur le nappage d'un blanc irréprochable, et Stéphane se retrouva à contempler leur balai plutôt qu'à s'intéresser aux chiffres. Il était las, une lassitude qui lui rongeait l'âme, une fatigue profonde et viscérale. « Patron, vous êtes avec moi » s'enquit Nicolas, ses sourcils broussailleux se rejoignant. « Absolument » mentit Stéphane en portant son verre à ses lèvres. Le vin rouge avait ce soir un goût métallique de vieille pièce. Tout avait ce goût-là, ces derniers temps. C'est à cet instant qu'il la vit. Une enfant, âgée de 8 ans tout au plus, installée 3 tables plus loin. Ses cheveux sombres étaient coiffés en 2 tresses parfaites. Sa robe jaune à motifs floraux blancs criait le neuf, la perfection. Une petite poupée au milieu d'une meute de prédateurs. Elle était encadrée par un homme et une femme, tous deux impeccablement mis, tous deux affichant un large sourire. Une carte postale familiale, si ce n'était que la fillette, elle, ne souriait pas. Elle était occupée à manipuler ses couverts. La main de Stéphane s'immobilisa alors qu'il s'apprêtait à reposer son verre. Il vit les doigts minuscules de l'enfant agencer avec une précision quasi clinique sa fourchette et sa cuillère pour former un X sur la nappe. Puis, d'un geste faussement maladroit, sa serviette glissa au sol. La femme la ramassa et la reposa sur les genoux de l'enfant. 10 secondes s'écoulèrent. La serviette chuta à nouveau. Exactement au même endroit, avec la même lenteur étudiée, sur l'épaisse moquette. Le cœur de Stéphane s'emballa, un rythme frénétique qu'il n'avait plus connu depuis une quinzaine d'années. « Patron !» Nicolas se pencha vers lui, le visage marqué par une soudaine inquiétude. « Silence !» chuchota Stéphane, son regard rivé sur la jeune fille. Ses mains à elle étaient maintenant prises de tremblement. Alors qu'elle tentait de saisir son verre d'eau, l'homme à ses côtés costume sur mesure, cheveux lissés en arrière, sourire aussi tranchant qu'une lame posa sa main sur la sienne. De loin, le geste pouvait paraître affectueux. Mais Stéphane perçut la crispation sur le visage de l'enfant, il devina la force de la poigne de l'homme. Le X. La double chute. La cadence. C'était un appel au secours. Et pas n'importe lequel. C'était le signal. Celui qu'employaient les agents d'infiltration dans les années 90. Un code abandonné par les services officiels depuis 2 décennies. Un code que seuls les vieux routiers de la police et leurs indiques pouvaient encore connaître. Celui que l'inspecteur Jean Mercier lui avait enseigné, une nuit glaciale de 1998, à une époque où Stéphane trafiquait des armes et Mercier incarnait l'unique bastion d'intégrité au sein d'un commissariat gangréné par la corruption. « Tu es encore un gamin, Moreau », lui avait lancé Mercier, alors qu'il partageait une cigarette dans une venelle obscure, au son lointain des sirènes. « Tu vas être témoin de choses terribles, et un jour, tu croiseras peut-être quelqu'un en détresse, incapable de crier à l'aide. C'est pour ça que je t'apprends ce code. Pas pour moi. Pour eux. » Stéphane s'était esclaffé. Il avait affirmé qu'il n'en aurait jamais l'utilité. Qu'il n'avait pas l'étoffe d'un héros. Mercier s'était contenté d'un sourire mélancolique. Personne ne le croit, jusqu'au jour où le choix ne se présente plus. Aujourd'hui, en observant cet enfant aux mains tremblantes, au sein de sa famille factice, Stéphane sentait les échos de cette conversation passée le hanter. L'homme au costume impeccable demanda l'addition. La femme blonde, parée de bijoux ostentatoires, un regard de rapace tamponna ses lèvres et se leva. L'enfant resta immobile jusqu'à ce que l'homme lui agrippe l'épaule, une pression si forte qu'elle eut un mouvement de recul. Il s'en allait.
Stéphane jeta une liasse de billets sur la table. « Reste là, ordonna-t-il à Nicolas. « Mais patron, où allez-vous » Stéphane était déjà en mouvement, sa haute stature se frayant un chemin dans le restaurant avec la fluidité d'une lame. Sans courir, sans attirer l'attention, il avançait d'un pas résolu, celui d'un homme qui connaît sa destination. Dehors, la pluie formait un rideau d'acier liquide. La Mercedes noire du couple s'arrachait déjà au trottoir, ses essuie-glaces balayant la nuit à un rythme métronomique. Stéphane aperçut une dernière fois le visage de l'enfant à travers la lunette arrière, un disque pâle plaqué contre la vitre, des yeux écarquillés fixés sur lui. Elle murmura un mot. Un seul. Illisible à travers le vacarme de la pluie, mais ses lèvres étaient claires. Au secours. Puis la voiture fut avalée par la nuit, ses feux arrière se diluant dans l'orage. Immobile, trempé jusqu'aux os dans son costume de grand couturier, Stéphane prit une décision qui allait faire basculer son existence. Il dégaina son téléphone et composa un numéro. La voix qui décrocha était rêche, soupçonneuse. « Moreau, il est 23 heures. J'ai besoin d'un service, inspecteur Chenu. » Le regard de Stéphane restait fixé sur le point où la Mercedes avait disparu. « Fichier des personnes disparues. Je veux que tu me trouves une fillette. 8 ans, brune, yeux marrons. Ça correspond à la moitié des gamines disparues de la région. T'as autre chose ?» Stéphane ferma les paupières et revit Mercier, 27 ans plus tôt, lui enseignant dans cette ruelle un signal qui deviendrait leur secret et leur fardeau. « Oui, » dit Stéphane à voix basse. Son nom de famille, c'est peut-être Mercier. Prénom, probablement Chloé. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de sens. « Putain de merde », lâcha enfin Chenu. La fille de Mercier, Stéphane. Disparue depuis 4 mois. Dossier classé en 6 semaines. Comment est-ce que tu... Je viens de la voir. Stéphane rouvrit les yeux. La ville avait un autre visage, ses contours plus acérés, comme s'il venait de sortir d'un long sommeil pour être violemment ramené à la réalité. Et je vais la ramener. Il mit fin à la communication avant que Chenu ne puisse le raisonner, avant que le doute ne s'insinue, avant que la froide logique ne reprenne ses droits. Car Stéphane Moreau était désormais certain de 3 choses. Premièrement, cet enfant venait d'employer un code que seul Jean Mercier avait pu lui transmettre. Deuxièmement, Jean Mercier était mort 3 ans plus tôt, tombé sous les balles, et sa fille avait été retirée à sa grand-mère 4 mois plus tard dans des conditions plus que troubles. Troisièmement, Stéphane avait envers Jean Mercier une dette qui lui pesait sur la conscience depuis 15 ans. Ce soir, sous le déluge, en regardant s'évanouir les feux rouges, Stéphane décida qu'il était temps de s'en acquitter. À n'importe quel prix. Son Audi s'engagea dans le flot de la circulation 30 secondes après la disparition de la Mercedes. Il maintint une distance de sécurité, 3 véhicules les séparant. La pluie était une complice inespérée, rendant les plaques illisibles et les visages indistincts. Une berline sombre dans la tempête, qui s'en soucierait? Le couple roulait avec une prudence suspecte. Chaque clignotant était mis, chaque stop était marqué, chaque limitation de vitesse respectée à la lettre. Des citoyens exemplaires. Pourtant, ils évitaient les artères principales, préférant un dédale de rues secondaires et de zones industrielles, là où les caméras se faisaient rares et les témoins inexistants. Stéphane sentit sa mâchoire se contracter. Il n'avait pas affaire à des débutants. Son téléphone vibra. Nicolas. Il ignora l'appel. Les affaires attendraient. Pour la première fois depuis une décennie, Stéphane Moreau donnait la priorité à autre chose qu'à son organisation. La Mercedes emprunta l'avenue Riverside, puis s'enfonça dans l'ancien quartier des entrepôts. Un territoire que Stéphane connaissait bien. Ces hommes en avaient contrôlé la moitié avant que la municipalité ne décide de réhabiliter la zone. Aujourd'hui, ce n'était que loft d'architectes et restaurants végétariens. Le genre d'endroit où l'on payait une fortune pour s'imaginer une vie de bohème dans une usine désaffectée. La planque idéale pour qui voulait se fondre dans la masse. Le véhicule ralentit enfin devant une maison de ville étroite, façade crème et volets sombres. Des géraniums aux fenêtres, un vélo d'enfant sur le perron. Tout dans cette mise en scène respirait le bonheur familial. Stéphane se gara 2 rues plus bas et coupa le contact. À travers son pare-brise ruisselant, il vit l'homme ouvrir la portière et tendre la main à la fillette. Chloé. Elle sortit avec une lenteur calculée,
comme si chaque geste était soumis à autorisation. La femme les précéda, le cliquetis de ses talons sur le pavé mouillé, et ouvrit la porte d'entrée. La main de l'homme ne quitta pas l'épaule de Chloé. Ils entrèrent. Des lumières s'allumèrent au rez-de-chaussée, une lueur chaude et invitante. Puis à l'étage, sans doute une chambre. Stéphane crut apercevoir le visage blafard de Chloé à la fenêtre, juste avant que des rideaux ne soient tirés d'un coup sec. Il resta là, dans la pénombre, le moteur de sa voiture crépitant, et laissa les souvenirs de Jean Mercier l'assaillir. Leur rencontre remontait à sa jeunesse tumultueuse, quand à 23 ans, il était assez naïf pour croire que le trafic d'armes était une source de pouvoir. Mercier était l'inspecteur qui l'avait coincé, un coffre rempli d'armes et un avenir qui se comptait en années de prison. Mais Mercier était différent. Un regard las, qui en avait trop vu. Une alliance qu'il triturait nerveusement lorsqu'il réfléchissait. Assis face à lui dans la salle d'interrogatoire, il lui avait dit, dans la vie, on a une seule chance de choisir qui on veut être. Pour toi, c'est maintenant. Et il avait égaré le dossier. Un accident, avait-il prétendu. Les preuves avaient disparu, l'affaire s'était dégonflée. Pourquoi? Lui avait demandé Stéphane sur le parking du commissariat, un homme libre. J'ai mis assez de types sous les verrous pour faire la différence entre un salaud et un crétin, avait répondu Mercier. Tu n'es qu'un crétin. Fais en sorte que je n'ai pas à le regretter. Stéphane avait tenu parole. Il avait légalisé ses activités. Autant que possible pour un homme de son milieu. Il avait bâti un empire sur la protection, les cercles de jeu et l'influence, délaissant la violence brute. Il avait respecté sa parole, honoré ses dettes. Quand Mercier était tombé 3 ans plus tôt, Stéphane avait fait livrer une gerbe de fleurs anonymes et s'était convaincu que sa dette s'était éteinte avec lui. Mais les dettes ne s'éteignent jamais. Elles sommeillent. Son téléphone vibra de nouveau. Chenu. Je ne devrais pas te dire ça, commença l'inspecteur sans autre forme de préambule. Chloé Mercier, 8 ans. Mère décédée à la naissance. Élevée par son père jusqu'à son décès, puis confiée à sa grand-mère, Marie Mercier. Il y a 4 mois, un couple, David et Sandrine Rousseau, s'est présenté avec une ordonnance de placement d'urgence. Tout semblait en règle. Signature d'un juge, tampon des services sociaux. La grand-mère a protesté, mais elle a 76 ans, un AVC l'année dernière. Le système l'a jugée inapte. Laisse-moi deviner, dit Stéphane d'une voix sourde. Le dossier est impeccable. Impeccable est un faible mot. Les services sociaux sont ravis du placement. Les Rousseau envoient des rapports élogieux, des photos de Chloé à des goûters d'anniversaire, au parc. Tout est parfait. Sauf qu'elle lance des appels au secours au restaurant. Sauf ça, confirma Chenu, la voix grave. Stéphane, si tu as raison, s'il la séquestre, il faut que tu passes par les voies officielles. Vous avez eu 4 mois. On est pieds et poings liés par la procédure. Tu sais comment ça marche. Oui, répondit Stéphane, en regardant les gouttes de pluie dessiner des sillons sur la vitre. C'est précisément pour ça que je ne vais pas attendre. Il raccrocha et composa un autre numéro. Celui de Monique Dubois, la tenancière d'un café proche de l'ancien commissariat, la meilleure amie de Marie Mercier depuis 40 ans. Stéphane Moreau, dit Monique à l'autre bout du fil. Je ne m'attendais pas à votre appel, et encore moins à cette heure. Je dois vous parler de Chloé Mercier. Le silence qui suivit était empreint d'une douleur ancienne. Quand Monique reprit la parole, sa voix était brisée. Qu'y a-t-il à son sujet? Je sais où elle est. Et je vais la ramener. Stéphane ne rentra pas cette nuit-là. Il se rendit à son bureau privé, un loft aménagé au-dessus d'une vieille librairie dans le quartier d'affaires, un sanctuaire dont seuls 3 êtres connaissaient l'existence. Il n'était plus que 2, depuis la mort de Mercier. L'endroit embaumait le cuir et le papier ancien. Stéphane se servit un whisky, contempla le liquide ambré, puis le reposa. Ce soir, il avait besoin de toute sa lucidité. La photo était toujours à sa place, dans un cadre d'argent, sur une étagère, entre des ouvrages de droit et des dossiers qu'il n'ouvrirait jamais. 2 hommes, plus jeunes, devant un palais de justice. Jean Mercier et son insigne. Stéphane, dans un costume bien trop luxueux pour un jeune homme de 23 ans. Le crime et le châtiment, avait plaisanté Mercier.
Avant que tu deviennes malin, et après que j'ai décidé de m'en mêler. Stéphane prit le cadre, examina le visage de Mercier. L'inspecteur avait la quarantaine, des tempes grisonnantes, et portait déjà sur ses épaules tout le poids d'une ville qui use les hommes de bien pour en faire des cyniques. Mais son regard était resté bon. Las, mais bon. J'aurais dû veiller sur elle, murmura Stéphane à la photo. Après ta mort, j'aurais dû m'assurer qu'elle ne manquait de rien. Mais il n'avait rien fait. Il avait envoyé des fleurs, se persuadant que la distance était la meilleure des protections. Qu'une enfant n'avait que faire d'un parrain du milieu dans sa vie. Que Mercier l'aurait voulu à l'abri de son univers. Un univers qu'il avait rattrapé malgré tout. Son téléphone vibra. Un message de Monique. Pouvons-nous nous voir demain? 9 heures, à mon café. J'ai des informations. Stéphane confirma, puis s'enfonça dans son fauteuil, laissant les souvenirs l'assaillir. La nuit où Mercier lui avait sauvé la vie. Ce n'était pas qu'une histoire d'armes. Il y avait un autre flic, un certain Kovac, qui voulait sa peau. Une exécution sommaire, plus simple qu'un procès. Kovac l'avait acculé dans une usine désaffectée, l'arme au poing, prêt à maquiller le crime en légitime défense. Mercier était apparu, tel un spectre. Lâche ça, Kovac. Ce fumier est un trafiquant. Alors on l'arrête. On ne l'abat pas. La confrontation avait duré une éternité, 30 secondes à peine. Finalement, Kovac avait cédé, rengainant son arme, le visage tordu de rage. Mercier s'était tourné vers Stéphane. Disparaît. Et reste loin de Kovac et de ses semblables. Compris? Pourquoi vous faites ça? Avait demandé Stéphane. Mercier l'avait dévisagé de son regard las et bienveillant. J'ai une fille. Elle a 5 ans. Et quand je te vois, je vois le fils de quelqu'un, un avenir possible. Je ne peux pas sauver tout le monde, mais je peux te sauver, toi. Ne me déçois pas. Stéphane ne l'avait pas déçu. Il s'était réinventé, pas à pas, pour devenir un homme dont Mercier n'aurait pas à rougir. Mais Kovac n'avait rien oublié. 2 ans plus tard, Mercier enquêtait sur un réseau de traite d'êtres humains. Sa mort, officiellement, était le résultat d'une embuscade tendue par un gang. Mais Stéphane avait entendu des rumeurs. Le nom de Kovac, murmurait dans l'ombre. Une vieille rancune, une dette de sang. Mercier était mort parce qu'il était incorruptible, le genre de flic qui protégeait vraiment les gens. Et aujourd'hui, sa fille était aux mains d'individus qui affichaient des sourires de façade tout en la terrorisant, une enfant qui n'avait plus que des couverts pour appeler à l'aide. Les poings de Stéphane se serrèrent. On frappa à la porte. 3 coups brefs. Le code de Nicolas. Entre, lança Stéphane. Son lieutenant pénétra dans la pièce, l'air soucieux. Patron, vous vous êtes volatilisé. La réunion avec les Calibri. Annule. Quoi? On négocie depuis 3 semaines. Si on ne s'y pointe pas. J'ai dit, annule, Nicolas. La voix de Stéphane était posée, mais chargée d'une autorité sans appel. Nicolas marqua un temps d'arrêt. Il connaissait ce ton. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu te souviens de l'inspecteur Mercier? Le flic qui t'a sorti du pétrin? Ouais. On dit qu'il s'est fait descendre il y a quelques années. On a enlevé sa fille. Une arnaque au placement familial, en surface. Mais c'est bien plus glauque. Stéphane se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville scintillait à ses pieds, 1 million de lumières pour 1 million de secrets. Je vais la récupérer. Patron, ce n'est pas notre genre de mission. C'est. Je ne demande rien à la famille. C'est mon affaire. Nicolas resta un instant silencieux. Tu vas chercher à te faire payer. Non. Je paie une dette. Stéphane lui fit face. Mercier m'a sauvé la vie. Il m'a offert une seconde chance. Sa fille est quelque part, seule et terrifiée, et le système censé la protéger l'a abandonnée. Je ne l'abandonnerai pas. Ça risque de mal tourner. Alors ça tournera mal. Stéphane saisit la photo, contempla une dernière fois le regard bienveillant de Mercier. Trouve-moi tout ce que tu peux sur David et Sandrine Rousseau. Leurs finances, leurs relations, leurs biens. Tout.
Et sois discret, Nicolas. À quel point? Comme si ta vie en dépendait. Ça ne concerne pas la famille. C'est personnel. Une fois Nicolas parti, Stéphane resta seul, sentant le poids d'une vieille promesse s'abattre sur lui. J'arrive, mon ami, murmura-t-il. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Le café Monique était une anomalie, un vestige d'un autre temps dans un quartier en pleine mutation. Les promoteurs immobiliers avaient tout tenté, mais Monique avait tenu bon. L'enseigne peinte à la main était à moitié effacée, mais le café y coûtait toujours 2 €. Stéphane arriva à 9 h pile. Monique l'attendait au fond, ses cheveux argentés relevés en un chignon impeccable, son regard noir toujours aussi perçant. Un dossier cartonné était posé sur la table. « Vous avez une sale tête », lança-t-elle en guise de bonjour. « Nuit blanche ?» Stéphane s'assit. « Parlez-moi de Chloé. » Le visage de Monique s'assombrit. Cette pauvre enfant. Marie, sa grand-mère, m'a appelé le jour de l'enlèvement. Elle était en état de choc. 2 personnes, une assistante sociale, un policier, des papiers en règle. Mais Marie sentait que quelque chose clochait. Et ensuite? Elle s'est battue. A engagé un avocat, un bleu qui ne connaissait rien aux rouages de l'administration. Le temps qu'elle en trouve un compétent, les Rousseau avaient déjà transféré Chloé dans un lieu tenu secret, pour sa sécurité, disaient les papiers. Marie a fait son AVC 2 semaines après. Elle est en maison de retraite, quasi mutique. La mâchoire de Stéphane se durcit. Les Rousseau. Qu'est-ce qu'on sait? Monique ouvrit le dossier. Des photocopies de documents, de licences, de déclarations d'impôts, des photos. En apparence, ce sont des saints. David Rousseau, consultant financier. Sandrine Rousseau, bénévole dans 3 œuvres de charité. Ils ont accueilli 4 enfants ces 6 dernières années. Tous les placements ont été une réussite. Les enfants ont réintégré leur famille ou ont été adoptés. Ou ont disparu, compléta Stéphane. Monique le fixa. C'est ce que pensait Marie. Elle a commencé à fouiller avant son attaque. Elle a découvert quelque chose qui l'a terrifiée, au point de me confier ses documents. Elle poussa le dossier vers lui. L'œuvre de charité de Sandrine, la Fondation L'Aube Nouvelle. Elle aide à placer des enfants en difficulté dans des familles aimantes. Stéphane feuilleta les documents. La Fondation avait un comité de prestige, des témoignages dithyrambiques, un siège dans une église désaffectée du centre-ville. Tout était trop parfait. Nicolas a fait des recherches, dit Stéphane. La Fondation gère 200 placements par an. 4 fois plus que n'importe quelle autre structure. Et leur programme d'adoption internationale. Ils ciblent des pays où la protection de l'enfance est notoirement défaillante. Monique blêmit. Vous croyez qu'ils vendent des enfants? Je crois qu'ils les font circuler. Pour l'argent, pour le travail, ou pire. Stéphane s'interrompit, répugnant à formuler les hypothèses les plus sordides. Chloé n'est pas la première, et si on ne fait rien, elle ne sera pas la dernière. Monique arqua un sourcil. Stéphane, je tiens un bistrot. Que voulez-vous que je fasse? Vous connaissiez Marie et Jean. Vous êtes donc digne de confiance. Et la confiance, c'est la seule chose qui compte. Il se pencha vers elle. J'ai besoin de quelqu'un que les Rousseau ne connaissent pas. Quelqu'un qui puisse approcher Chloé sans éveiller leurs soupçons. Vous voulez que je les espionne? Je veux que vous m'aidiez à sauver une enfant. Un long silence s'installa. Monique remuait son café, le regard perdu. Jean Mercier était un homme bien, dit-elle enfin. L'un des meilleurs. Et cette petite. Sa voix se brisa. Elle venait ici tous les dimanches avec son père. Un chocolat chaud avec un supplément de guimauve. Elle dessinait sur les serviettes. Un jour, elle m'a dessiné. Je l'ai gardée. Alors aidez-moi à la récupérer. Monique acquiesça lentement. Que dois-je faire? Stéphane lui exposa les découvertes de Nicolas. La Fondation L'Aube Nouvelle s'appuyait sur un réseau de coordinateurs, des gens comme les Rousseau, chargés de repérer les enfants vulnérables et d'accélérer leur prise en charge.
La fondation était généreuse, offrait une couverture juridique et disposait d'un réseau d'influence qui s'étendait des tribunaux aux services sociaux et à la police. C'est une véritable machine, conclut sombrement Stéphane. Et son carburant, ce sont les enfants que personne ne réclame. Les enfants de l'assistance, les orphelins, tous ceux qui n'ont personne pour les défendre. Comment l'arrêter? En douceur. Une approche frontale, et ils s'évanouiront dans la nature, en détruisant les preuves et peut-être même. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Si la fondation se sentait menacée, les enfants deviendraient un risque à éliminer. Il nous faut des preuves, dit Monique. La preuve de leurs agissements. Et il faut d'abord mettre Chloé en sécurité, avant de déclencher l'incendie. Loin de leur portée. Monique sortit son téléphone. Je suis bénévole à Sainte-Catherine. Ils animent un groupe de parole pour les familles d'accueil. Je pourrais contacter les Rousseau, prétexter une interview pour le journal de la paroisse. C'est assez anodin pour ne pas les alerter, et ça me donne un accès. Une lueur d'espoir naquit en Stéphane. Ils vont se renseigner sur vous. Grand bien leur fasse. Ça fait 40 ans que j'habite le quartier. Je suis exactement ce que je prétends être. Monique eut un sourire amer. Et puis, ma tarte tatin est excellente. Qui se méfierait d'une vieille dame qui apporte le dessert? Stéphane esquissa un sourire. Son téléphone vibra. Un message de Nicolas. Problème. Quelqu'un pose des questions sur toi et la fille Mercier. La rumeur enfle. Stéphane montra le message à Monique. Son visage se ferma. On dirait que nous ne sommes pas les seuls sur le coup, commenta-t-elle. Alors il faut agir vite, dit Stéphane en se levant. Contactez les Rousseau dès aujourd'hui. Je m'occupe des curieux. En quittant le café sous un soleil radieux, Stéphane sentit tout le poids de sa décision. Il avait franchi une limite la nuit dernière. Plus de retour en arrière possible. Quelque part dans la ville, une enfant attendait. Et quelque part, des trafiquants d'enfants réalisaient que Stéphane Moreau était devenu un problème. La guerre était déclarée, même si un seul des deux camps en avait conscience. Stéphane regagna son appartement terrasse à la mi-journée et trouva la porte d'entrée déverrouillée. Il se figea. Sa porte était blindée, équipée d'une serrure biométrique. Seule une poignée d'individus dans la ville était capable de la forcer en silence. Aucun d'eux ne lui voulait du bien. La main sur son arme, il poussa la porte. L'appartement semblait en ordre. Le soleil inondait le mobilier design et les œuvres d'art. Tout était à sa place, sauf l'enveloppe posée sur la table à manger. Un rectangle de papier crème, au centre de la table. Aucune inscription. Stéphane s'approcha, sur ses gardes. L'intrus était parti, mais il avait laissé un message. S'introduire chez Stéphane Moreau était une déclaration de guerre. Il enfila des gants et ouvrit l'enveloppe. Une seule photo. Lui, au Louis XIV, la veille, penché en avant, le regard fixé hors champ. La photo était de qualité professionnelle, prise de l'autre côté de la salle. En dessous, 5 mots en lettres capitales, tenez-vous à l'écart, Moreau. Aucune signature. Inutile. Son téléphone sonna. Pierre Romano, son consigliere. La voix du vieil homme était blanche d'angoisse. Stéphane, il faut qu'on parle. Tout de suite. Chez moi. C'est déjà compromis. Je sais. C'est bien pour ça. Pierre arriva un quart d'heure plus tard, escorté de Nicolas, Stéphane Castellano et Michel, le poisson, Visano. Le cercle rapprochait. L'affaire était grave. Ils se réunirent autour de la table, les yeux fixés sur la photo comme sur un engin explosif. Qui a fait ça? Demanda Pierre. À 70 ans, le vieil homme était toujours d'une lucidité redoutable. Aucune idée. Les caméras de l'immeuble nous le diront peut-être, mais je doute qu'ils aient été assez stupides pour se faire filmer. Stéphane croisa les bras. Alors, qui ai-je fâché à ce point? Pierre échangea un regard avec les autres. On a passé des coups de fil toute la matinée. Il semblerait que la fondation L'Aube Nouvelle ne soit pas qu'une simple façade. Elle est liée au réseau Kovalev. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Le réseau Kovalev, la mafia russe.
trafic en tout genre, contrats, extorsion. Ils tentaient de s'implanter dans la ville depuis des années, mais l'organisation de Stéphane les avait jusqu'ici cantonnés au dock. Kovac lâcha Stéphane. Comment? Demanda Nicolas, perplexe. L'inspecteur Serge Kovac. Il a voulu me descendre il y a 27 ans. Mercier l'en a empêché. Kovac était déjà pourri à l'époque. Tout le monde le savait, personne ne pouvait le prouver. Il a quitté la police il y a 8 ans. Stéphane désigna la photo. Je mettrai ma main au feu qu'il bosse pour les Kovalev. Pierre acquiesça. C'est le cas. Il est leur consultant, leur interface avec les forces de l'ordre et les services sociaux. Corruption, chantage, falsification de documents. Si la fondation leur est liée, Kovac est leur homme. Donc la fille de Mercier est tombée dans les griffes du type qui voulait la mort de son père. La voix de Stéphane était un murmure chargé de rage. Ce n'est pas une coïncidence. Non, confirma Pierre. C'est une vengeance. Kovac a dû surveiller la famille de Mercier après sa mort. Il a attendu le bon moment. La vulnérabilité de la grand-mère. Ce n'est pas que des affaires, Stéphane. C'est personnel, pour lui aussi. Michel le Poisson se pencha en avant. Patron, si les Kovalev savent que tu mets ton nez dans leurs affaires, ils vont réagir. On risque la guerre ouverte. Je n'entraîne pas la famille dans une guerre, affirma Stéphane. C'est ce que tu crois. Rétorqua Stéphane Castellano. Tu attaques leur réseau, tu récupères la gamine, et ils s'en prendront à nous tous. Alors j'irai seul. La tension monta d'un cran. Les 4 hommes se mirent à parler en même temps. Pierre frappa du poing sur la table. Stéphane, dit le vieil homme. Nous avons bâti cet empire sur la paix et l'équilibre. Tu veux tout foutre en l'air pour une seule enfant? Oui. La réponse, simple et directe, les cloua sur place. Stéphane les dévisagea un par un. Jean Mercier m'a sauvé la vie. Il a cru en moi. Tout ce que nous sommes, nous le lui devons. Sa fille est aux mains de monstres qui vendent des enfants. Les mêmes monstres qui ont probablement fait tuer son père. Et ils viennent de s'introduire chez moi pour me menacer. Alors ce n'est qu'une question d'orgueil? Demanda Nicolas avec prudence. C'est une question d'honneur. La voix de Stéphane était inflexible. On se gargarise de nos principes, de notre code, de nos limites. Cet enfant est des nôtres, que ça vous plaise ou non. C'est la fille de l'homme à qui je dois tout. Si on la laisse tomber par calcul, alors on ne vaut pas mieux que les Kovalev. On est juste mieux sapé. Pierre le dévisagea longuement, puis hocha la tête. Tu vas vraiment y aller seul? Je n'ai pas le choix. Si la famille s'implique, c'est la guerre. Si j'agis seul, pour une dette personnelle, les Kovalev accepteront peut-être de limiter les représailles. Ou ils te buteront et te jetteront à la Seine, lâcha Michel. C'est un risque. Mais mon choix est fait. Un lourd silence s'installa. Pierre se leva. Alors nous devons faire le nôtre. Dehors. Laissez-moi avec Stéphane. Une fois seul, Pierre s'approcha de la fenêtre. Ton père a bâti cette organisation sur la terreur. Toi, tu l'as transformée, modernisée. Tu es devenu un chef respecté. Mais les chefs ne survivent pas aux missions suicides. Ce n'est pas une mission suicide. C'est une dette. C'est la même chose. Pierre sortit son téléphone. Tu veux y aller seul? Soit. Mais intelligemment. Monique va contacter les Rousseau. Parfait. Quand elle t'ouvrira la porte, tu auras besoin de soutien. Pas pour le combat. Pour l'exfiltration. Pierre. Pas de discussion. Tu veux jouer les héros, c'est ton droit. Mais la sécurité de cet enfant n'est pas négociable. Le regard du vieil homme était dur comme la pierre. On protège les nôtres. C'est toi qui l'as dit. Et tu es des nôtres. Stéphane sentit un étau se desserrer dans sa poitrine. Merci. Ne me remercie pas. Les Kovalev vont te tomber dessus. Tôt ou tard. Cette photo. Ce n'est pas un avertissement. C'est une promesse.
Après le départ de Pierre, Stéphane contempla une dernière fois la photo, puis la brûla dans l'évier. Qu'il vienne, pensa-t-il. Il avait une enfant à sauver. Monique l'appela 3 jours plus tard. La nouvelle lui coupa le souffle. Ils m'ont invité, dit-elle, sa voix oscillant entre l'excitation et la peur. Samedi après-midi. Pour l'interview. Sandrine m'a même demandé d'apporter ma tarte tatin. Samedi, répéta Stéphane, son cerveau tournant à plein régime. Ça nous laisse 2 jours. Ils n'ont pas paru méfiants? Pas le moins du monde. Sandrine était enchantée. Elle adore raconter son histoire, le travail sacré des familles d'accueil. La voix de Monique était chargée de mépris. Elle parle de Chloé comme d'un animal de compagnie qu'elle aurait sauvé. 1 heure plus tard, Stéphane était dans un bureau désaffecté à 2 pas de la maison des Rousseau, un local sécurisé par Nicolas. Des plans du quartier étaient étalés sur une table. Pierre les étudiait, lunettes sur le nez. La maison est sous alarme, dit-il. Un système basique, mais fonctionnel. Caméra sur les entrées, détecteur de mouvement au rez-de-chaussée. Monique entre par la grande porte, dit Stéphane. Pas de problème de ce côté-là. L'interview aura lieu au salon ou à la cuisine. Notre souci, c'est de faire sortir Chloé sans tout déclencher. Nicolas montra les plans. La porte arrière donne sur un jardinet, puis une ruelle. Si Monique arrive à y amener Chloé, tu peux les y attendre. Il faudra neutraliser la caméra. Ou la mettre en boucle, intervint Michel, jusqu'ici silencieux. 1/4 d'heure avec leur système, et je peux leur diffuser l'image d'un jardin vide pendant que vous vous promenez dedans. Stéphane le regarda. Je croyais que tu ne voulais pas t'en mêler. Michel haussa les épaules. Pierre a raison. Tu es des nôtres. Et puis, je hais les trafiquants d'enfants encore plus que les missions suicides. Alors j'en suis. Durant les 2 jours qui suivirent, le plan fut affiné avec une précision d'horloger. Michel piraterait le système de sécurité à distance. Monique arriverait à 14 heures, occuperait les Rousseau à l'avant de la maison. À 14h30, sous prétexte d'aller aux toilettes, elle montrait trouver Chloé. L'enfant était l'inconnu de l'équation. Et si elle paniquait? Elle se souviendra de moi, assura Monique. Les enfants n'oublient jamais la gentillesse. Le samedi arriva, baigné d'un soleil insolent. À 13h45, Stéphane gara sa voiture dans la ruelle derrière la maison, vêtu de sombre, une casquette sur la tête. Pierre était en faction au bout de la rue. Nicolas et Michel, dans une camionnette de surveillance. Boucle prête, crépita la voix de Michel dans l'oreillette de Stéphane. Tu as 15 minutes à partir de 14h30. Reçu. À 14h03, la vieille Renault 4 de Monique se gara devant la maison. Stéphane la vit sortir, un plat à tarte à la main, ses cheveux argentés brillant au soleil. Une grand-mère inoffensive. Sandrine Rousseau lui ouvrit, tout sourire. Elles disparurent à l'intérieur. L'attente fut une torture. À 14h28, un SMS de Monique. Toilette dans 2 minutes. Michel, lance la boucle, murmura Stéphane. C'est parti. Le compte à rebours est lancé. À 14h30, Stéphane passa à l'action. Le portail du jardin n'était pas verrouillé. Il se glissa à l'intérieur, longeant un massif d'hortensias. La porte arrière était à quelques mètres. La cuisine semblait vide. Son oreillette grésilla. Stéphane, problème. La voix de Pierre était tendue. SUV noir en face. 2 types à l'intérieur. Ils observent la maison. Le sang de Stéphane se glaça. Les hommes de Kovalev. Ils ne bougent pas. Alors on continue. On est trop avancé. À l'intérieur, Monique devait être en train de monter, le cœur battant, cherchant la chambre de Chloé, lui expliquant la situation à voix basse. 14h33, 14h35. Que se passait-il? La porte arrière s'ouvrit. Monique, le visage blême mais résolu. Et derrière elle, agrippée à sa main, Chloé Mercier. Plus menue que dans son souvenir, vêtue d'un jean et d'un pull trop large. Mais son regard, c'était celui de Mercier. Alerte, intelligent, terrifié, mais combatif.
Elle aperçut Stéphane et s'immobilisa. « C'est un ami », murmura Monique. « Il connaissait ton père. » Stéphane ôta sa casquette et s'agenouilla à sa hauteur. « Ton père m'a appris un code secret, » dit-il doucement. « Une fourchette, une cuillère, un X. Et 2 serviettes qui tombent. J'ai vu ce que tu as fait au restaurant. C'était très courageux. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Vous êtes l'homme aux yeux gris des histoires de papa. » L'aveu le frappa de plein fouet. « Oui, » parvint-il à articuler. « C'est moi. Je vais t'emmener en lieu sûr. Mais il faut faire vite et sans bruit. D'accord ?» Elle hocha la tête, la mâchoire serrée, une détermination qui lui rappelait tellement son père. « Patron, le SUV a coupé son moteur », prévint Pierre. « Il se prépare. On y va. » Stéphane souleva Chloé. Elle était légère comme une plume. Il se tourna vers Monique. « Rentrez. Agissez comme si de rien n'était. Gagnez du temps. » Les yeux de Monique étaient pleins de larmes. Elle caressa la joue de Chloé. « Sois prudente, ma chérie. » Puis elle disparut. Stéphane courut vers sa voiture, installa Chloé à l'arrière sous une couverture. « Reste caché. Pas un bruit. » Il mit le contact au moment où la voix de Pierre explosa dans son oreillette. « Stéphane, ils arrivent. » Le SUV fonce vers la ruelle. Stéphane démarra en trombe. Dans son rétroviseur, le SUV noir apparut, virant brutalement pour le prendre en chasse. Sous la couverture, Chloé ne bougeait pas. La poursuite était engagée. L'Audi de Stéphane slalomait dans les rues résidentielles à tombeau ouvert, le SUV sur ses talons. Il grilla un stop, évita un camion, son esprit fonctionnant à la vitesse de l'éclair, calculant les trajectoires. « Pierre, il me colle, » dit-il, les dents serrées. « Il ne lâche rien. Éloigne-les de la ville. » « J'essaie. » À l'arrière, Chloé tremblait sous la couverture. « Chloé, » dit-il d'une voix calme. « Reste bien caché. Quoi qu'il arrive. D'accord ?» Une petite voix lui répondit. « Ils vont nous faire du mal ? Je ne les laisserai pas faire. » Le SUV le percuta. L'Audi fit une embardée, mais Stéphane reprit le contrôle. Ce n'étaient pas des pros. Des pros auraient visé les pneus. Il vira brusquement dans une ruelle étroite. Le SUV le suivit, mais accrocha une benne à ordures, ce qui le ralentit. Stéphane accéléra, déboucha de l'autre côté et... Son cœur s'arrêta. Une impasse. Un grillage surmonté de barbelés. Piégé. Le SUV bloquait la sortie. Stéphane freina brutalement, se plaçant en travers. Il saisit son arme. C'est alors qu'il la vit. Sur sa gauche, à demi caché par les herbes hautes, l'église Saint-Michel. Le sanctuaire où Mercier l'avait emmené des années plus tôt. Parfois, on a besoin d'un refuge, lui avait-il dit. Pas contre la loi. Contre soi-même. L'église était à l'abandon. Parfait. Changement de programme, marmonna Stéphane. Il enclencha la marche arrière et fonça vers une brèche dans le grillage. Le SUV s'arrêta. 2 hommes en sortirent, armés. L'un d'eux était Victor Lenoir, un homme de main de Kovac. « Moreau !» cria-t-il. « Sors de là. Donne-nous la gamine et on en reste là. » Stéphane sortit, les mains en l'air. « Vous vous introduisez chez moi, vous me menacez, et je devrais vous livrer une enfant ? Ça ne se passera pas comme ça. T'es tout seul. Sois pas con. » Con aurait été de ne rien faire, rétorqua Stéphane. Mais une dette, Victor, c'est plus important que d'être con. Il sauta dans sa voiture et recula à travers la brèche. La tôle hurla. Victor tira. La lunette arrière vola en éclats. Chloé poussa un cri. Reste baissé. Stéphane traversa le terrain vague en direction de l'église. Derrière lui, les 2 hommes le poursuivaient à pied, tirant en vain. Il freina devant une porte latérale, attrapa Chloé et s'engouffra à l'intérieur. La porte était enchaînée, mais la chaîne, rouillée, céda sous son poids. Ils plongèrent dans une obscurité qui sentait le moisi et l'encens froid. Il posa Chloé.
Ça va? Elle hocha la tête, pâle, les yeux immenses. J'ai peur. Moi aussi, avoua Stéphane. Mais tout ira bien. Promis. Dehors, les deux hommes hésitaient à entrer. Stéphane vérifia son téléphone. Aucun réseau. Son oreillette était hors service. Ils étaient seuls. Il jeta un œil par un vitrail brisé. Les deux hommes appelaient des renforts. Monsieur Yegri. La voix de Chloé était un souffle. Elle se tenait dans un rail de lumière colorée. Papa me parlait de vous. Il disait que vous aviez fait de mauvaises choses, mais que vous essayiez d'être bon. Il disait que c'était plus difficile, parce qu'il faut le choisir, chaque jour. La gorge de Stéphane se serra. Ton père était un homme sage. Vous choisissez d'être bon, maintenant? Il pensa à son empire, à la paix précaire qu'il avait maintenue pendant 20 ans. À la guerre qui se profilait. Puis il regarda Chloé, et il sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Oui, dit-il doucement. Je choisis. Elle sourit. Bien. Papa disait que vous le feriez. Son téléphone vibra. Une barre de réseau. Un SMS de Pierre. Kovac arrive. Dans 10 minutes. Tire-toi de là. 10 minutes pour sauver une enfant de l'homme qui le haïssait depuis 27 ans. Chloé, dit-il. On ne fuit plus. Ses yeux s'agrandirent. Qu'est-ce qu'on fait? Le sourire de Stéphane était glacial. On contre-attaque. Dehors, des sirènes retentirent. Pas celles de la police. Celles des hommes de Kovalev. Et Stéphane Moreau, pour la première fois depuis une éternité, se sentit exister. Les sirènes se turent. 4 véhicules. Plus que prévu. Kovac ne laissait rien au hasard. Écoute-moi bien, murmura Stéphane à Chloé. Près de l'hôtel, il y a une trappe. Une ancienne goulotte à charbon. Elle mène à des tunnels. Ton père me les a montrés. Pourquoi? Il savait qu'un jour j'aurais besoin d'un refuge. Il lui mit son téléphone dans la main. Quand je te le dirai, tu fileras par là. Suis le tunnel vers l'est. Tu arriveras à une vieille boulangerie. Appelle le numéro enregistré sous Pierre. Il viendra te chercher. Et vous? Stéphane arma son pistolet. 9 balles. Assez pour créer une diversion. Je vais m'assurer qu'il s'occupe de moi, pas de toi. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone. Vous allez mourir. Peut-être. Il la regarda dans les yeux. Les yeux de Mercier. Ton père est mort en protégeant les autres. Si c'est aussi la fin de mon histoire, ça me va. Il esquissa un sourire. Merci, dit-elle. D'avoir tenu votre promesse. Quelque chose se brisa en lui. Remercie ton père. C'est lui qui m'a tout appris. Dehors, un mégaphone. Moreau. C'est Kovac. T'es cerné. Fais sortir la fille. Stéphane s'approcha de la fenêtre. Kovac était là, plus vieux, mais le même visage dur et corrompu. C'est vous qui avez tué Mercier. Cria Stéphane. Vous et vos amis. Et maintenant, vous vendez sa fille. Kovac sourit. Mercier était un con. Il a eu ce qu'il méritait. Et la gamine, elle vaut une petite fortune. Tu croyais vraiment t'en tirer? La rage submergea Stéphane. Il voulut sortir, l'abattre. Mais Chloé lui toucha le bras. Non. Papa n'aurait pas voulu ça. Elle avait raison. Mercier s'était toujours battu dans les règles. Stéphane inspira profondément. Chloé, vas-y. Maintenant. Elle s'évanouit dans l'ombre. Il attendit 10 secondes, puis tira 2 coups en l'air et courut vers l'avant de l'église. Les hommes de Kovac arrosèrent le bâtiment. Les vitraux volèrent en éclats. Stéphane se planqua derrière un banc, ripostant pour leur faire croire qu'il était piégé. La trappe était vide. Chloé était en sécurité. Un immense soulagement l'envahit. Pierre! Hurla-t-il. Le colis est en route. Puis il se leva, les mains en l'air. Kovac!
C'est moi que tu veux. La fille est partie. Tu as perdu. La fusillade cessa. Kovac et 4 de ses hommes entrèrent. Où est-elle, Moreau? Loin. En sécurité. Stéphane sourit. Tu as échoué. La fille de Mercier est libre. Et toi, tu viens de te rendre coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre devant témoin. Quel témoin? Ricana Kovac. Mes hommes? Non. Stéphane pointa le clocher. Une petite caméra numérique y était installée. Michel l'a posée il y a 3 jours, dit Stéphane. Tes aveux sur Mercier, le trafic, tout a été enregistré et envoyé en direct au FBI. Kovac devint livide. Tu bluffes. Vraiment? Le sourire de Stéphane s'élargit. Tu voulais voir si j'étais toujours le gamin que tu as failli tuer. Non. Je suis l'homme que Mercier voulait que je sois. Au loin, de vraies sirènes de police se firent entendre. Les hommes de Kovac reculèrent, comprenant le piège. C'est fini, Kovac, dit Stéphane. Tu as perdu le jour où tu as touché cet enfant. 3 semaines plus tard, Stéphane était au Café Monique. Le journal télévisé annonçait l'arrestation de Kovac et de 14 membres de son réseau, le démantèlement de la fondation L'Aube Nouvelle, et la libération de 17 enfants. Son nom n'était pas mentionné. Pierre y avait veillé. Monique lui apporta une part de tarte tatin. Vous avez changé. Comment ça? Vous semblez plus léger. Stéphane sourit. Peut-être. Son téléphone vibra. Un SMS. Marie Mercier souhaite vous voir. 2 heures plus tard, il était dans une chambre de maison de retraite, face à une vieille dame en fauteuil roulant. Marie Mercier. Elle avait les mêmes yeux que son fils et sa petite-fille. Monsieur Moreau, dit-elle. Je ne sais comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire. Je devais tout à votre fils. Il parlait de vous. Il disait que vous étiez la preuve qu'on peut changer. Sa main ridée serra la sienne. Chloé est avec moi. Elle est en sécurité. C'est tout ce qui compte. Marie sourit. Elle a fait un dessin pour vous. Elle lui tendit une feuille de papier. Un homme et une petite fille devant une église. L'homme avait des yeux gris et souriait. Au-dessus, un soleil. Dans un coin, une silhouette ressemblant à Mercier, souriant lui aussi depuis les nuages. En bas, une écriture d'enfant, merci d'avoir choisi le bien, monsieur Yegris. Papa serait fier. Amicalement, Chloé. Les larmes montèrent aux yeux de Stéphane. Il plia le dessin et le glissa dans sa poche, contre son cœur. 1 mois plus tard, Stéphane marchait dans la ville, seul. Il s'arrêta devant l'église Saint-Michel, en pleine restauration. Je savais que je te trouverais ici. Pierre était là. La famille est calme. Ils respectent ton choix. Certains s'en inspirent. Bien. Peut-être qu'on pourra enfin devenir ce qu'on a toujours prétendu être. Pierre hocha la tête. Les Kovalev sont finis. C'est toi qui as fait ça. Non. C'est Mercier. Je n'ai fait que terminer son travail. En quittant l'église, Stéphane ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Une paix véritable, gagnée au prix du sacrifice et des promesses tenues. Son téléphone vibra. Une photo envoyée par Monique. Chloé, radieuse, brandissant le dessin d'un homme aux yeux gris sous le soleil. Stéphane Moreau sourit et s'avança dans la ville qu'il avait mis 20 ans à conquérir et 1 mois à apprendre à protéger. Le caïd qui avait vu un signal. L'homme qui avait choisi le bien. La preuve qu'une dette payée peut vous rendre votre liberté. Fin.